Bonjour Monsieur le Ministre, c'est Julien, mon fils entre au CP dans quelques jours. Comment savoir dès aujourd'hui s'il sera dans une classe de 12 élèves ou de 30 élèves? Comment vont être sélectionnées les classes qui seront dédoublées? Les classes qui sont dédoublées à cette rentrée en cours préparatoire sont des classes qui sont en réseau d'éducation prioritaire renforcé, que l'on appelle habituellement REP+. Donc il faut, pour avoir une classe dédoublée, être dans un tel territoire, qui est toujours affiché évidemment sur le site de l'école ou de l'académie. Bonsoir Monsieur le Ministre. Moi, ce qui m'a inspiré dans mon enfance, c'est mon prof d'histoire. Voilà. Alors je voulais savoir si vous aviez quelqu'un qui vous a marqué comme ça. Merci. Il y a plusieurs professeurs qui m'ont inspiré dans ma vie. Plusieurs noms surgissent à mon esprit en répondant à cette question. J'ai eu un professeur de 3e, professeur de français, qui m'a ouvert les yeux vers les grands auteurs littéraires, notamment les auteurs français du 19e siècle. Je pense à une professeure d'histoire-géographie en 4e qui était passionnée de Napoléon et qui transmettait parfaitement sa passion. Mais je pense aussi à mon professeur de terminale qui, en philosophie, m'a tout simplement ouvert les yeux sur la philosophie, sur les grands auteurs de philosophie et m'a ainsi ouvert un chemin qui ne s'arrête jamais puisque c'est le chemin de la connaissance des grandes questions existentielles. Et de la cloche qui sonne. Oui, bonjour Monsieur Blanquer. Alors moi je vous appelle au sujet de l'aide aux devoirs. Est-ce que vous pensez vraiment que les jeunes seront d'accord pour rester plus tard au collège, le soir, pour faire leurs devoirs? Voilà, merci pour votre réponse. Au revoir. Devoir fait est l'opération démocratique par excellence. C'est démocratique parce que ça propose à chaque famille qui le souhaite et qui est candidate dans le collège concerné d'avoir les devoirs faits dans l'établissement grâce au dispositif qui sera totalement prêt au retour des vacances de la Toussaint. C'est un dispositif démocratique qui repose aussi sur la volonté de qualité. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de devoir, nous disons qu'il faut qu'il se fasse de façon interne pour qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les familles. Et bien entendu, beaucoup d'élèves sont volontaires pour ce type de dispositif, tout simplement parce qu'il est souvent préférable d'avoir cette aide quand on ne peut pas compter sur une aide à la maison. Nous le voyons déjà pour les stages de réussite des élèves en CM2. J'étais encore hier devant des élèves de CM2 en Seine-Saint-Denis, très heureux de vivre leur dernière semaine de vacances en faisant quelques heures par jour dans le collège et de bénéficier ainsi d'une mise en condition pour bien réussir leur année de 6e. Je suis un jeune marcheur de Vendée et je voudrais savoir ce que vous comptiez faire contre le harcèlement et les discriminations en milieu scolaire. Je vous remercie. Le harcèlement est un fléau dans le système scolaire. Ce n'est pas une exclusivité de la France ni une exclusivité de notre époque. Il y a toujours eu certaines formes de harcèlement et lorsque l'on va dans d'autres pays, on voit bien que ce problème existe partout. Néanmoins, il prend des proportions importantes et de toutes les façons, c'est un phénomène inacceptable. Une école moderne ne peut accepter le phénomène du harcèlement. Pour lutter contre le harcèlement, il faut plusieurs ingrédients. D'abord, une sensibilisation. Nous allons accentuer les campagnes dans ce sens. Deuxièmement, il faut une unité du corps professoral, bien entendu, mais de façon générale, une unité du monde adulte face à ce type de phénomène, que ce soit le phénomène de harcèlement ou le phénomène de violence. Ceci signifie qu'à chaque fois qu'un problème est signalé, c'est l'ensemble des équipes qui doivent être mobilisées pour s'en occuper. En troisième lieu, la formation des professeurs et de façon générale la mobilisation des adultes dans l'établissement doit conduire à signaler ce type de phénomène à la racine. Il n'y a pas de petit harcèlement, il n'y a pas de petit phénomène. Dès que ceci se manifeste, il faut venir en aide à celui ou à celle qui en est victime. Et celui ou celle qui doit ressentir de la honte, ce n'est certainement pas la victime, mais bien la personne ou le groupe de personnes, car bien lâchement, il s'agit la plupart du temps d'un groupe. Ce sont ceux qui s'y adonnent qui doivent ressentir de la honte. Sur ce sujet comme sur d'autres, la force doit toujours être du côté du droit. Et c'est d'ailleurs un des principaux messages éducatifs que l'on doit transmettre aux élèves. Il est donc tout naturel que nous mettions la lutte contre le harcèlement au cœur de nos priorités, tout simplement parce que c'est un enjeu de bonheur à l'école, un bonheur de réussite à l'école, et parce que c'est ceci qui doit permettre l'épanouissement de tous les élèves dans tous nos établissements. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Moi j'ai une fille handicapée
J'ai lu partout qu'avec la fin des contrats aidés, il n'y aurait plus d'aide pour les enfants handicapés à l'école. Et je voulais savoir comment les personnes dans ma situation nous allions faire. Merci beaucoup pour votre réponse. Au revoir. L'accueil des élèves en situation de handicap est la priorité absolue, affichée par le président de la République avant comme après la campagne présidentielle. C'est une priorité nationale et bien entendu, nous y mettons les moyens. Non seulement il n'y a pas de suppression du nombre de contrats aidés dans ce domaine. C'était 50 000 l'année dernière, ils seront 50 000 cette année. Mais nous ajoutons 22 000 contrats à durée déterminée, qui existaient aussi, auxquels nous ajoutons 8 000 nouveaux contrats. Il y a donc 30 000 CDD, plus robustes que des contrats aidés, qui s'ajoutent aux 50 000 contrats aidés. 50 000 plus 22 000 plus 8 000, ceci fait 80 000 personnes, un nombre inédit de personnes pour accueillir les élèves en situation de handicap. Et en plus de cet effort quantitatif, qui s'inscrit dans la durée, il y aura évidemment un effort qualitatif, car nous voulons toujours former plus et mieux les personnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap, mais aussi les professeurs de France, de façon à donner son plein sens à l'expression « école inclusive ». Ce n'est pas une question à court terme pour la rentrée, mais une question sur l'apprentissage de l'anglais, qui depuis 30 ans reste, je dirais, très moyen en France. Or, l'anglais, c'est le moyen de trouver du boulot partout dans le monde. Donc merci de nous dire comment ce processus peut être amélioré. Merci. L'apprentissage de l'anglais, mais plus généralement l'apprentissage des langues, c'est évidemment un sujet au cœur d'un système éducatif moderne. Nos élèves doivent maîtriser plusieurs langues, c'est indispensable dans la vie. Et de ce point de vue-là, le système français a connu quelques progrès depuis une vingtaine d'années, notamment avec la généralisation de l'enseignement d'une langue vivante à l'école primaire. Mais ces progrès sont encore insuffisants. Nous devons, avec l'ensemble des professeurs de langue vivante, connaître de nouveaux progrès, non seulement grâce aux progrès technologiques. On sait que les pays qui réussissent mieux que nous en la matière ont su développer certaines techniques qui sont efficaces, mais aussi par toute une série d'évolutions dans nos manières de concevoir cet enseignement, de le certifier et tout simplement de le vivre. C'est un enjeu qui dépasse simplement les cours de langue vivante, c'est un enjeu aussi dans notre manière de travailler, dans notre manière de déployer nos outils pédagogiques. Ce sera évidemment quelque chose de très important. Il faut noter qu'un certain nombre de collectivités locales sont aujourd'hui engagées dans cet enjeu parce qu'elles souhaitent aussi l'ouverture internationale. Et donc c'est aussi par des partenariats que nous réussirons à avancer sur cette question. Bonjour Monsieur le Ministre, c'est Alain. J'ai une question à vous poser sur le retour des classes bilingues européennes, latin, grec. Je me demande si ça ne va pas revenir à distinguer encore et toujours les bons élèves et les moins bons. Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. En rétablissant les classes bilingues, en rétablissant les sections européennes et en redéveloppant les classes de langues anciennes, en latin et en grec, non seulement nous n'allons pas dans le sens des inégalités, mais nous contribuons à les combattre. Parce que c'est en créant des dispositifs spécifiques dans les établissements, en les rendant attractifs et en concentrant nos efforts tout particulièrement sur les territoires les plus défavorisés, que nous réussissons à requalifier les établissements, à les rendre attractifs et donc à lutter pour la mixité sociale et de façon plus générale pour l'excellence, quel que soit le milieu géographique ou culturel dans lequel on se trouve. Lundi, c'est la rentrée. Donc moi, je voulais juste vous demander si vous pouviez nous parler de votre meilleur souvenir de rentrée et du pire. Merci beaucoup. Mon meilleur souvenir de la rentrée, en fait, s'est produit à plusieurs reprises. C'est le fait d'arriver au collège en particulier et de me rendre compte que mes meilleurs amis de l'année précédente étaient dans ma classe au cours de l'année qui allait venir. Je pense que c'est un sentiment en général partagé par de nombreuses personnes, puisque la question de la camaraderie joue évidemment un rôle décisif dans la vie d'un élève. Mon plus mauvais souvenir pour la rentrée, c'est peut-être le jour où je me suis rendu compte qu'un de mes très bons amis n'était pas dans ma classe.